et elle va nous parler de son travail qui est en cours encore, de thèse, le travail de l'architecte hospitalier, comment composer entre plusieurs exigences. Colline, je te donne la parole. Bonjour. Donc effectivement, depuis hier, on parle beaucoup des éthiques qui accompagnent le travail du soin, quel qu'il soit. Et moi, ça m'intéressait aussi de voir quelles sont les éthiques à l'œuvre dans d'autres corps de métier, a fortiori ceux qui accompagnent et rendent possible quand même le soin, comme le sont les architectes hospitaliers. Et justement, moi, je fais ma thèse sur l'architecture hospitalière. Et pour ça, je travaille avec des architectes et avec des patients et comment mettre en relation les deux savoirs, les deux connaissances vivantes et sachantes que peuvent avoir ces différentes parties. C'est pour ça que je pense que ça sera aussi, j'espère, dans la continuité avec l'intervention de Sabine Buteil et Cécile Trapp, d'hier sur la complémentarité entre les différents types de savoirs et comment ça peut nous aider à parvenir aux soins. Je précise que je vais parler vraiment des maladies physiques et a fortiori des maladies chroniques. Ça, c'est ce que je connais. Donc pour ces autres corps de métier, donc, comment les éthiques du soin elles peuvent nous servir également de boussole pour savoir comment entourer et comment permettre le soin. Moi, je vois un important parallèle entre les architectes et les médecins, puisqu'ils sont chacun animés en premier lieu d'une volonté de soulager et de donner à autrui les conditions pour qu'ils vivent bien. Pour autant, ce sont aussi des professions dont l'histoire ont été assez décriées pour leur capacité à garder leur savoir pour elles-mêmes. Et ce sont des professions dont on ne comprend pas toujours ni les méthodes ni les choix, surtout les architectes, j'ai l'impression. Du coup, si les éthiques du soin ont permis d'instruire et de réorienter le travail du soin, est-ce qu'elles peuvent aussi apporter au travail des architectes, a fortiori quand les architectes dessinent les lieux de soins? Je reviens un peu sur l'éthique à l'œuvre dans le métier des architectes, vraiment, parce qu'il y en a une qui est vraiment au fondement de la profession, c'est dans la loi. C'est que les architectes sont un corps d'État dédié pour garantir l'intérêt public des espaces. En France, on considère que tous les espaces, même les propriétés privées, sont des biens communs, donc d'intérêt public. Il faut en garantir la qualité pour que tout le monde puisse en profiter, et en profiter de la manière qui est attendue par les usagers. Donc ça peut dépendre de l'endroit, se loger, se déplacer, apprendre, se divertir, et pour ce qui nous intéresse, donc être soigné. Donc les architectes sont une profession réglementée, c'est un corps de métier dédié et qualifié depuis la loi de 77 qui encadre la profession. Et ils ont une responsabilité quant à l'existence des sociétés et des peuples. C'est quand même pas rien. Donc c'est une première exigence éthique de la part des architectes, une éthique professionnelle qui vise à toujours, dans les projets, vérifier qu'ils garantissent l'intérêt et donc garantissent la qualité de l'espace pour ce qui est attendu de faire dans cet espace. La conception de l'architecture devient ainsi une activité civique et politique. C'est une activité qui s'engage d'office dans le bien-être social d'une population dans son ensemble. Et je voudrais bien souligner là, du coup, qu'on a une différence avec la vision de l'architecture comme purement artistique. Parce que si c'est un art, on a coutume de dire que c'est un art à valeur d'usage. Un art dont la valeur sera mesurée à l'aune de l'utilité et de la praticité du bâtiment selon sa fonction. Un théoricien et architecte, Adolf Loos, insiste et dit que alors que l'œuvre d'art n'est obligée de plaire à personne, l'architecture est obligée de plaire à tout le monde. Et alors que l'artiste n'a de responsabilité envers personne, l'architecture a une responsabilité devant tout le monde. Et là, je le cite. Il n'y a qu'une faible partie du travail de l'architecte qui soit du domaine des beaux-arts, le tombeau et le monument commémoratif. Tout le reste, tout ce qui est utile, qui répond à un besoin, doit être retranché de l'art. Donc, j'estime quand même que l'hôpital fait partie de ce qui doit répondre à un besoin. D'ailleurs, les architectes se sont saisis de cette responsabilité et ont tenté d'y répondre à leur manière, notamment pour donner des espaces qui permettent la santé des individus. Ces manières sont assez variées, elles rivalisent d'inventivité. Et rien qu'au cours du XXe siècle, je vais en citer deux, mais on a d'une part des architectes, notamment des architectes modernistes, qui affirment que
là je cite un sociologue de l'archi, « La bonne forme devrait engendrer le bon contenu, ou du moins la bonne conduite. L'organisation intelligente de l'espace devrait encourager les comportements sains. » Donc là, on a quand même l'idée que la forme, l'architecture, le bâti, ont la capacité de conduire les corps des individus vers le bon, le bien, et carrément là, la force et la santé. Alors, l'idée est louable, elle est quand même extrêmement descendante et fondée sur l'idée que les architectes non seulement savent ce qui est bon, mais savent aussi comment conduire les individus vers ce bon. Par leur maîtrise artistique, esthétique et technique de leur conception. En réponse à cette position quand même assez descendante, on a une autre pensée de l'architecture, dans les années 70-80 notamment, qui pense que l'architecture serait la condition de l'émancipation des personnes si elle se donne aux usagers comme un espace à s'approprier. L'appropriation, pour ces architectes qui sont notamment Henri Lefebvre ou Marion Ségaud par exemple, l'appropriation, c'est un rapport au monde fondamental qui vise à transformer en son bien quelque chose d'extérieur. Du coup, en façonnant, en modelant son environnement, on serait actif, on serait acteur, créateur, et ça nous permettrait d'avoir une position beaucoup plus individuelle et active dans notre vie, en fait. Du coup, ce qu'il faudrait prendre en compte quand on construit, c'est l'expérience spatiale des individus, et donc ce que les individus attendent de leur expérience, ce qu'ils attendent de pouvoir faire, et la manière dont ils s'attendent à être abrités et à être accompagnés dans leurs activités. Donc globalement, l'architecture elle est pensée selon deux modes qui s'excluent mutuellement. Un autre sociologue de l'archi, Olivier Chadouin, nous dit bien: au final, la posture des architectes oscille toujours entre deux pôles. L'un légitimiste, qui se caractérise par une opposition à une production de masse destinée à des habitants passifs et qui promeut une architecture de qualité. L'autre relativiste, qui met en avant la capacité d'autonomie et d'invention des habitants et se garde d'une intervention trop contraignante pour finalement valoriser le bricolage imaginaire des habitants. Alors voilà pour les architectes. Si je reprends mon parallèle avec la position du médecin, il me semble que c'est quand même assez similaire. On a largement remis en question la position verticale, et hier on le disait paternaliste de la médecine, qui serait celle d'un médecin qui sait comment guérir son patient et qui sait aussi vers quelles normes de guérison le diriger. A l'inverse, on ne peut pas non plus se satisfaire d'un modèle qui laisserait seul le patient trouver les sillons de sa thérapie. Ça ne serait pas non plus hyper satisfaisant. Et c'est pourquoi je pense que les deux corps de métier partagent un même questionnement éthique entre architectes et médecins. Comment réaliser pour les architectes, je rappelle, l'éthique, c'est celle de garantir la qualité des espaces. Comment réaliser cette éthique première? Et donc comment concevoir de sorte à ce que les activités humaines puissent se dérouler au mieux dans les environnements qu'on dessine et qu'on produit. Comment alors ces éthiques du soin elles peuvent nous aider à démêler ces questionnements dans le champ de l'architecture? Je vais reprendre vraiment ce que j'entends derrière éthique du soin. Ce qui a été en jeu beaucoup dans les éthiques du soin, c'est, alors qu'on aurait parfois oublié l'objectif soignant pour se concentrer sur l'objectif scientifique de la médecine, c'est de pouvoir refonder l'humanité et refonder l'humanité et la prise en compte personnelle et individuelle de son patient, et non pas seulement considérer son patient comme un corps, mais bien comme une personne dont la maladie se manifeste d'une manière particulière et trace des retentissements dans la vie personnelle, affective, professionnelle, intime, etc. Et c'est tous ces retentissements, toute cette manière dont la maladie, a fortiori la maladie chronique, se joue au quotidien de la personne qu'il faut prendre en compte, et c'est ça aussi qu'il faut pouvoir accompagner, soigner, de telle manière que la personne en fait trouve une forme de vie qui lui convienne, une allure de vie qui lui convienne au quotidien. C'est vraiment ça du coup que j'entends moi derrière éthique du soin et philosophie du soin. Ces pensées du soin, qui ne sont pas du tout décorrélées des pensées du care non plus, elles ont donc en partage l'intention de revaloriser une certaine manière de se mettre en relation avec autrui, de sorte à répondre à son besoin de manière donc personnelle et située, et de reconnaître aussi, c'est pour ça que je faisais référence tout à l'heure à la complémentarité, de sorte à reconnaître que les patients ou tout type d'usagers de la médecine ou de l'architecture
ont une vision, ont une expertise d'usage, une expertise d'expérience, et qu'il faut la prendre en compte dans une relation thérapeutique et soignante. Du coup, ces éthiques du soin, elles affinent, elles complètent à mon sens une vision un peu spontanée qu'on pourrait avoir quand on pense à l'architecture hospitalière, qui est celle qu'il faut qu'elle rende facile et efficace le travail des soignants, du coup qu'elle accompagne une médecine de pointe par exemple, qu'on ait des blocs opératoires rutilants, ou en ce moment je vois aussi des initiatives pour avoir des applications sur smartphone avec un GPS intégré dans l'hôpital qui va nous ouvrir des portiques numériques en fonction du service où on doit aller ou pas. Bon, alors c'est très bien, mais c'est pas... Moi, j'aimerais bien affiner aussi cette vision à l'aune des éthiques du soin. Et du coup, pour moi, ça serait plutôt important de donner à la médecine les moyens de se pencher sur ses besoins individuels des personnes, et donc sur la manière dont la maladie, elle se joue à leurs yeux, elle se joue dans leur corps et dans leur quotidien. Alors, qu'est-ce que peut faire l'architecture pour ça ? Il faudrait déjà donner les moyens aux patients pour qu'ils expérimentent et qu'ils expriment ce qui se joue en eux avec la maladie. Parce que l'hôpital, c'est l'endroit où on va au moment du soin, mais ce n'est pas du tout un endroit qui nous permet d'expérimenter des thérapies et les retentissements de la thérapie dans notre corps et dans notre quotidien, parce que c'est un moment vraiment teinté d'exceptionnalité, l'hôpital. Et on ne va pas pouvoir y mener un semblant d'activité quotidienne qui nous permettrait de vérifier si le soin est adapté ou pas. Donc une éthique de l'architecture hospitalière, ça serait de faire des espaces qui acceptent le sujet, qui rend possible son expression et qui accompagnent la rencontre du coup entre l'expression du besoin et la réponse aux besoins de la part des soignants, de sorte à former ce que j'appelle donc une architecture inclusive. Inclusive parce que chaque réponse pertinente qui est apportée, c'est une preuve qu'une place est faite aux besoins des individus qui ont été reçus. Inclusive aussi parce que pour que ces besoins puissent s'exprimer, il faut forcément en passer par une place donnée au corps. Et là, je ne parle pas du corps de la médecine qu'on scanne, qu'on découpe, qu'on vérifie. Je parle vraiment du corps tel qu'il se vit, tel qu'il se meut au quotidien et sur sa temporalité qui lui est propre, selon ses habitudes à lui. C'est ce dont je parlais tout à l'heure avec le quotidien. Donc il faut que l'architecture elle fasse place à ces formes de vie, à ses allures de vie et à la manière dont elle cherche à se déployer dans l'espace. J'insiste sur le fait que l'espace, c'est pas du tout anodin quand on veut parler de reconnaissance de la personne et de reconnaissance de l'existence sociale de la personne. Pour ça, je vais citer Michael Labbé, qui est un philosophe de l'archi, qui dit que la spatialité est la forme de l'être ensemble, elle l'informe, elle l'accompagne et elle lui préexiste. Et pour qu'il y ait une communauté, il faut bien une simultanéité, un espace-temps qu'on habite en même temps. Et c'est en permettant donc ces formes de vie particulières en son sein que l'architecture elle pourrait être une discipline éthique à mon sens. Cette inclusivité dont je parle, c'est le contraire en fait de ce qui handicape et de ce qui est handicapant parce que ça fait obstacle à nos mouvements, ça fait obstacle à nos volontés de déploiement habituel et quotidien. Annelise Chabert, c'est une philosophe de la médecine, elle propose une résolution du handicap ressenti par l'adéquation du corps et de l'espace, par un réarrangement retrouvé entre le corps et l'environnement, de sorte à ce qu'on puisse s'y mouvoir d'une manière qui nous convient en poursuivant nos buts. À l'inverse, pour elle, le handicap, c'est un désordre à plusieurs échelles de rapport entre soi et l'extérieur. Je la cite, « L'individu est non seulement lésé dans sa chair même, mais surtout il ne trouve pas l'adéquation immédiate entre la satisfaction de ses besoins et l'espace dans lequel il évolue. » Donc l'espace de l'hôpital, parlons-en. Hein. Et plus effectivement, plus spécifiquement, comment l'espace de l'hôpital peut faciliter le travail des soignants tout en présentant cette exigence que chacun puisse apporter son bagage, que chacun puisse apporter sa personnalité, ses habitudes, être admis en tant que personne et non pas seulement en tant qu'organe défaillant. Et je vais donner quelques exemples que les patients que j'ai interrogés pendant ma thèse, donc des malades chroniques, m'ont rapporté eux-mêmes. D'abord, selon eux, l'hôpital est vécu comme un lieu de vulnérabilité extrême, c'est leur propre mot. On est face à une grosse machine à travers laquelle on peut vite être oublié. Et pour ça, il faudrait toujours pouvoir être accompagné dans l'hôpital, venir avec un proche. Pourtant, l'espace n'est pas du tout pensé pour qu'on vienne à plusieurs dans l'hôpital.
Déjà, les chambres sont trop petites, à peine puis peut y entrer un soignant, mais du coup, on s'y cogne, on peut surtout pas recevoir les gens, et de toute façon, c'est pas pensé pour ça. Il n'y a pas vraiment d'espace, de lieux qui sont dédiés à la sociabilité, et donc à la personne avec son existence sociale. De la même manière, des malades chroniques qui viennent mensuellement dans le même service parce qu'ils sont amenés à avoir toujours le même traitement ou toujours les mêmes soins mensuellement, se connaissent entre eux la plupart du temps. Pourtant, deux cas de figure, soit ils sont dans des chambres séparées, et ils ne se parlent pas parce qu'ils ne peuvent pas, c'est littéralement séparé, soit ils sont tous dans la même pièce qui n'a pas vraiment d'usage et qui n'a pas vraiment de convivialité. Et alors là, c'est aussi le pendant, c'est que ça nie complètement le fait qu'ils puissent avoir envie d'être un peu tranquilles pendant leurs soins, d'être un peu isolés. Et voilà, en fait, cette possibilité de prendre une décision sur ce qu'on souhaite avoir comme sociabilité aujourd'hui, elle n'est pas du tout prise en compte. Il n'y a jamais des lieux hybrides qui nous permettraient un peu de faire des choix sur nos rencontres du jour. Mais surtout, la thérapeutique elle-même, elle ne trouve pas toujours sa place à cause des lieux. Je pense par exemple à une personne qui m'indique qu'elle va en hôpital de jour régulièrement pour prendre son traitement qui est en perfusion. Donc vous voyez, une perche à perfusion, c'est très haut. C'est comme ça que ça fonctionne, il faut que ça soit au-dessus de la personne. C'est très haut et ça ne permet pas de passer les portes de l'hôpital. Et c'est un problème thérapeutique au sens où souvent la perfusion, les personnes aiment bien marcher un petit peu avec, de sorte à activer le système lymphatique, à avoir l'impression que ça marche bien. C'est quand même à prendre en compte de ne pas pouvoir passer une porte avec la perche à perfusion. Ouais, c'est un exemple, mais ça me semble quand même être assez révélateur. Et d'une manière générale, on me rapporte que les distances à parcourir, elles sont longues. Et alors, c'est logique qu'elles soient longues, l'hôpital c'est une grande machine, mais elles sont surtout difficiles à comprendre. On ne sait jamais comment s'orienter dedans. Et ça fait mal pour les malades, pour certains malades. C'est douloureux de devoir se déplacer. C'est douloureux de devoir mobiliser toutes ses ressources énergétiques et intellectuelles et physiques pour juste trouver l'endroit où on va avoir sa consultation ou son soin. Du coup, c'est des personnes qui arrivent fatiguées, exténuées physiquement et moralement au moment du soin, qui, encore une fois, me paraît complètement contre-thérapeutique. Donc, pour conclure sur un point de vue un peu plus philosophique, se pencher sur la maladie et le soin tel qu'il se joue pour la personne, c'est voir comment ils interagissent avec les désirs de la vie de la personne les plus quotidiens, dans un premier temps. Et donc, il faut voir comment la personne peut se déplacer, comment elle peut rencontrer autrui, comment elle peut manger, se divertir, s'habiller. Il faut que toutes ces visions de la personne, elles puissent se faire dans l'hôpital. Sinon, ce que je disais tout à l'heure, mais on ne peut pas adapter un soin, on ne peut pas donner un soin pertinent si on ne prend pas en compte toutes ces variables, toutes ces mesures. Donc il faut intégrer des espaces, à mon sens, qui donnent cette possibilité au quotidien de se jouer. Sans quoi, voilà, ce qu'on propose comme accompagnement thérapeutique, ça peut être complètement mal évalué, quoi. Il faut donc trouver cette forme architecturale qui soit hospitalière, donc qui soutienne la personne, mais aussi qui accueille sa personnalité telle qu'elle se déploie dans les formes habituelles de sa vie. Il doit y avoir des modalités d'accueil de tous les corps, selon leurs mouvements propres et leur temporalité, pour qu'ils puissent partager des espaces sans être stigmatisés. Et là, on passe à un niveau différent, mais si déjà on trouve sa place dans l'hôpital, si déjà on est reconnu en tant que personne dans l'hôpital et dans le soin, c'est quand même une première étape pour réenchevêtrer son existence dans une existence sociale, donc dans une existence politique qui nous reconnaît en tant que personne. Je vais quand même finir sur un contrepoint positif, mais il y a aussi des patients qui m'ont dit que l'hôpital, c'est évidemment le lieu où indiscutablement on sera admis et on sera soigné. On sera quand même très bien soigné. Il y a des personnes évidemment qui m'ont dit ça, et bon, le but c'est pas de contredire complètement ce qui se fait dans l'hôpital, c'est juste d'affiner et de rendre cette prise en charge un peu plus exigeante et un peu plus inclusive.